On va commencer. Bonjour à tous. Moi, c'est Manon Philippe de l'association Pro Bono Lab. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui va porter sur l'insertion professionnelle des jeunes et l'engagement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, je souhaitais vous présenter très rapidement Pro Bono Lab pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis pour les autres, ça fera une piqûre de rappel et ça vous permettra aussi de comprendre le contexte dans lequel on organise cet événement. Donc nous, notre mission principale, c'est de démocratiser l'engagement et le partage de compétences. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on a la conviction qu'on sait tous et toutes faire quelque chose, qu'on a tous des compétences à partager et qu'autour de nous, on a des associations qui ont justement grand besoin de ces compétences. Et donc, Pro Bono Lab va accompagner ces différents publics à s'engager et vraiment constituer cet intermédiaire, cette passerelle vers l'engagement. Comment on le fait? On le fait via 3 piliers. Le premier, c'est notre pilier programme où on va engager nos différents publics. Et il s'avère qu'un de ces publics cibles est justement les jeunes. Et on va répondre aux besoins en compétences des associations. Notre deuxième pilier, donc, c'est le pôle observatoire, qui est un pôle de réflexion, d'études, de recherche d'impact sur nos programmes et aussi d'événements et de webinaires. Donc, c'est dans ce cadre qu'on organise ce webinaire aujourd'hui. Et enfin, notre troisième pôle, donc, c'est le pôle conseil. Et là, on va conseiller les entreprises dans leur stratégie d'engagement de leurs collaborateurs. Donc aujourd'hui, je vous rappelle la thématique du webinaire, l'engagement, un levier d'insertion professionnelle pour les jeunes. Pourquoi cette thématique? Alors, on a souhaité lancer ce sujet dans un contexte où les jeunes étaient fréquemment encouragés à s'engager pour s'insérer dans le monde du travail. Et effectivement, dans le monde d'aujourd'hui où les jeunes servent vraiment de variable d'ajustement sur le marché du travail, c'est quand même bien de rappeler aujourd'hui qu'on a un taux de chômage en France en 2022 qui était 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale pour les moins de 25 ans. Donc déjà en 2013, le Conseil de l'Union européenne préconisait l'usage de l'activité bénévole comme dispositif d'insertion professionnelle. Donc cette idée n'est pas nouvelle et on a l'impression que les jeunes l'ont d'ailleurs bien intégrée, puisqu'ils étaient 67%, d'après la dernière étude Recherche et Solidarité, à citer la valorisation de l'engagement bénévole dans le cadre de leurs études et de leurs emplois comme une motivation supplémentaire à leur engagement bénévole. Donc les questions sous-jacentes que cela pose et que l'on veut traiter aujourd'hui, c'est faut-il d'abord faire de l'engagement un levier d'insertion professionnelle, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne? Comment on peut éviter certains écueils, notamment comment faire pour que l'engagement ne devienne pas un outil purement utilitariste des politiques de l'emploi. D'ailleurs, on avait Véronique Borne dans une note de 2017 sur l'engagement des jeunes qui invitait à éviter l'écueil de l'engagement en vue de la reproduction d'un système à l'identique, celui des adultes. Et enfin, parce qu'on a quand même, nous, l'intuition profonde que l'engagement citoyen peut malgré tout être un levier d'insertion professionnelle, mais aussi sociale, on aimerait quand même se questionner pour les conditions nécessaires pour que cela puisse fonctionner et aussi les pistes d'amélioration. Et donc, avec nous pour parler de tout ça, aujourd'hui, nous avons Karine Bouguedja, qui est directrice générale chez l'Avenir, Marie-Osana, responsable engagement chez Article 1, et Sébastien Beauvais, responsable recherche chez Article 1 également. Nadia Takourou, qui est responsable projet Apprentis solidaires chez la FEV. Et enfin, on aura en deuxième partie d'événement un témoignage d'Achimia Aboubakar, qui est étudiante et fondatrice de l'Institut élémentaire. Donc, on va peut-être commencer, si cela vous va, par questionner déjà dans un premier temps le rapport des jeunes à l'engagement. On entend aujourd'hui beaucoup que les jeunes sont désengagés. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et quelle forme prend cet engagement aujourd'hui? Sébastien et Marie, je me tourne vers vous pour initier la réponse à la question. Merci Manon et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici pour évoquer cette question d'engagement et cette question particulière de lien avec l'insertion pro. Très rapidement pour le cadrage, effectivement, les jeunes, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois dans les discours publics, sont davantage engagés. En fait, les chiffres de l'engagement montrent de façon générale une augmentation de l'engagement ces 10-20 dernières années, mais en plus un équilibrage des ratios entre les catégories plus âgées et les catégories jeunes plus engagées. Pour donner un chiffre très rapidement, il y a à peu près un quart des tranches entre les moins de 35 ans et aussi les plus de 65 ans qui sont engagés, qui donnent du temps bénévolement, hein, il faut l'entendre comme ça,
alors que ce ratio était de 37% pour les uns contre 16% pour les autres en 2010, donc avec un gros écart répondant à la figure classique de l'engagement plutôt chez les populations retraitées. Et là, on voit que finalement, ces deux catégories s'engagent différemment. Maintenant, et ce sera le dernier mot pour juste le cadrage, il y a moins d'engagement adhérent associatif qu'auparavant. Donc, il faut entendre l'engagement aussi comme donner du temps, effectivement bénévole, mais pas forcément dans une structure organisée, ce qui renvoie peut-être aussi au cliché du moindre engagement chez les jeunes. Je poursuis. En effet, chez Articulant, on questionne souvent la question de l'engagement chez nos jeunes, parce que le but, c'est de leur proposer une diversité d'opportunités. Et donc, en effet, on les a interrogés sur qu'est-ce qu'ils entendaient par engagement. On a fait une petite enquête auprès de nos jeunes et on voit très bien que pour eux, s'engager, en effet, c'est plus le modèle associatif. On est plutôt sur du modèle déjà sur leur propre comportement, sur mieux consommer, boycotter des marques, des événements, etc. Donc, et même sur de la création d'événements informels via les réseaux sociaux. Donc, ça pose la question de comment répondre à cette nouvelle forme d'engagement qui est très forte chez la nouvelle génération. Voilà. Merci Marie et Sébastien. Karine, est-ce que tu veux compléter? Oui, en fait, c'est que nous, on a une définition de l'engagement souvent dans notre génération qui est un engagement très important, très total, avec adhésion, qui est très identitaire finalement, alors qu'il y a eu vraiment un changement générationnel. Maintenant, les jeunes sont multi-identités et donc, que ce soit pour l'engagement ou dans leur travail, ils ne veulent pas faire que ça. Ils font plusieurs choses à la fois. Je vais à la fois m'engager sur des actions avec une association, mais garder du temps pour faire de la musique à côté, pour étudier. Et ça, ça fait une vraie différence parce que c'est vrai que les associations ont souvent besoin d'engagement sur la durée, d'engagement long, d'engagements qui prennent pas mal de temps. Et donc, il faut trouver le moyen de proposer des engagements qui soient peut-être parfois plus ponctuels, en fait, moins engageants, et voilà, qui permettent que, encore une fois, c'est une question de définition et la notion d'engagement n'est plus la même. Et c'est vrai aussi, on le voit dans le travail, les jeunes quand ils cherchent un travail, cherchent un emploi, ils veulent un emploi qui les intéresse, qui ne définira pas entièrement ce qu'ils sont. Donc, il faut que ça laisse de l'espace pour d'autres choses, des engagements. Donc, ce n'est pas des phases. Et effectivement, je ne suis pas surprise par le fait que cette génération, finalement, s'engage quasi autant que les retraités, parce que même quand ils se mettent à travailler, ils vont continuer à avoir des engagements en parallèle de leur travail. Merci Karine. Nadia? Oui, alors bonjour à tous et merci à Pro Bono Lab et à Manon de nous avoir invités. Alors nous, à la FEM, on constate également une hausse de l'engagement. Alors on mobilise des bénévoles, on mobilise des volontaires en service civique et des étudiants qui vont vivre en colocation à projet solidaire. Et sur l'ensemble des programmes que nous proposons, on constate une hausse d'engagés, ce qui est plutôt positif et ce qui va dans la suite logique de ce qui vient d'être dit. On remarque quand même cependant quelques aspects qui vont freiner l'engagement. Alors évidemment, les situations de précarité de certains jeunes qui aimeraient s'engager, mais qui, de fait, par rapport à des situations financières compliquées, qui ont besoin d'aller faire autre chose, d'aller travailler. Voilà, donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on a aussi l'impression que l'engagement peut parfois impressionner, peut parfois faire peur. Et donc, c'est aussi un sujet où il faut rassurer sur c'est quoi l'engagement au final, c'est quoi s'engager et à quoi que vais-je faire et à quoi je m'engage. Et puis dernier élément, c'est s'y retrouver dans la carte de l'engagement pour les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, ont du mal enfin parfois, en tout cas ce qui nous est remonté, c'est qu'ils ont parfois du mal à trouver l'information et sélectionner l'engagement qui leur convient le mieux. Le bénévolat, le service civique, sur quelle thématique, sur quelle durée. Et il y a un défaut d'information à cet endroit-là pour un engagement. Souvent, c'est de l'engagement à l'opportunité, mais
parce qu'ils vont rencontrer une personne qui va leur parler d'un engagement particulier, ça va leur donner envie. Enfin, voilà, il y a besoin de rendre plus visible l'engagement pour faire en sorte que les jeunes puissent s'engager de manière bien choisie. Merci Nadia et merci à tous pour ce cadrage. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet, à savoir notre première question. Faut-il faire de l'engagement un levier d'insertion professionnelle? On sait que finalement la réponse à cette question est loin de faire consensus et qu'elle soulève plusieurs autres questions. La première déjà, c'est est-ce que cela fonctionne et surtout est-ce que cela fonctionne pour tous les publics, pour tous les jeunes, quelle que soit leur situation? Karine, je te laisse commencer. Oui, alors nous, ce qu'on constate à la mission locale, c'est qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile pour les jeunes qui ont un socle de confiance en eux, qui ont peu de difficultés, de précarité, évidemment, même si cela, on n'en a pas beaucoup quand même. Mais il faut avoir quand même une certaine confiance en soi, en fait, pour donner du temps pour autrui, pour considérer que ce qu'on a à apporter a de la valeur. Donc, spontanément, si ça ne se réfléchit pas, on va avoir finalement les jeunes les moins en difficulté qui vont venir sur de l'engagement bénévole et même sur le service civique. On voit la part des étudiants dans les jeunes en service civique ne cesse d'augmenter. Donc, il faut avoir ça en tête et il faut avoir envie que ça touche aussi des jeunes pour qui ça n'est pas spontané, pour qui il y a des barrières, qui vont dire non, moi je suis trop nulle, j'ai rien à apporter, donc je vais quand même pas aller dans une association proposer de mon temps, parce que ça demande beaucoup plus d'efforts. Il faut adapter, hein, et c'est pas du tout un nivellement par le bas que de faire comme ça, que de se dire on veut que l'engagement il puisse bénéficier à des jeunes qui croient n'avoir rien à apporter. Parce que si ça fonctionne pour ceux-là, ça va fonctionner pour tous les autres. Et du coup, ça oblige vraiment à adapter les modalités. Nous, on a une expérimentation en cours depuis, donc là, on démarre la 3e année, qui s'appelle Génération engagée. Donc voilà, on est en plein dans le thème. Et c'est pour des jeunes décrocheurs, hein, des décrocheurs 16-17 ans. Et qui, pour leur permettre à la fois de reprendre confiance en eux par l'engagement. Et la première formule qu'on avait fait la première année, ils étaient à mi-temps en service civique dans une association et à mi-temps dans un programme co-construit avec des lycées professionnels. Et en fait, ce mi-temps associatif avec des mineurs, décrocheurs, parfois décrocheurs depuis très jeune, hein, on en avait certains, hein, ça faisait quand même depuis l'âge de 13-14 ans qu'ils n'allaient plus à l'école. Là, c'était trop leur demander. Et du coup, on a eu un décrochage hyper important parce que on leur demandait 10 heures par semaine en association et s'ils en loupaient une fois, ce qui leur arrive, ça renforçait le fait qu'ils se sentaient nuls, qu'ils n'avaient rien à apporter. Et donc, la 2e année, on a changé, c'était en contrat d'engagement jeune, et on leur proposait des missions courtes, des interventions dans des associations qu'ils ont. Enfin, le panel d'associations, ils ont aussi dit ce qu'ils voulaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup demandé à faire des choses avec des associations vers le monde animal. C'est moins intimidant. Voilà. Et là, on leur proposait du 2 heures, du collectif. Et là, ça a très, très, très bien fonctionné. Parce que ça leur permettait de mettre le pied dans l'engagement et de se rendre compte que si, ils avaient bien sûr quelque chose à apporter. Ah. Merci Karine pour cet exemple très parlant. Nadia, de ton côté, qu'est-ce que tu peux nous dire? T'entends pas, je crois que le micro n'est pas activé. Avec le micro, c'est mieux. Oui. Oui, alors je disais que oui, nous, à la FED, nous sommes persuadés que l'engagement est un levier pour l'insertion professionnelle. Cependant, ce qu'on identifie, c'est que l'impact sur l'insertion professionnelle peut prendre plus ou moins de temps en fonction du profil des jeunes. C'est-à-dire que tous n'ont pas les mêmes profils, n'ont pas le même parcours, le même vécu, et que pour certains, ça peut aller assez vite, pour d'autres, ça peut prendre plus de temps. Mais même si ça prend plus de temps,
forcément, ça a un impact dans la durée. On a chez les jeunes, des jeunes qui vont très rapidement conscientiser le lien entre leur engagement et le lien avec leur parcours professionnel et ce qu'ils veulent faire par la suite. Et ceux qui ne vont pas forcément le conscientiser. Et sur cet axe-là, nous, on a aussi quelque part un devoir de pédagogie à faire sur valoriser, parce qu'il y a tout un sujet autour de la valorisation des jeunes et de l'engagement, et leur expliquer qu'effectivement, via l'engagement, via la solidarité, ils vont développer des compétences qui vont leur être nécessaires par la suite dans leur parcours. Et de mettre le doigt dessus et de pouvoir le verbaliser avec eux, ça permet de conscientiser cet élément-là et forcément, ça a un impact. Donc oui, évidemment, ça a un impact, mais ça peut prendre un peu de temps. Et puis il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour s'engager sans pour autant chercher un lien avec l'insertion professionnelle. Et parfois, ça va se faire a posteriori. You have to give up. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia. Donc, sur cette question, Marie et Sébastien, on vous écoute. Merci. Et pour compléter ou revenir un peu sur ce qui a été dit, simplement peut-être en apportant quelques chiffres, effectivement, et contrairement là encore à peut-être un stéréotype un peu issu de l'image de l'engagement militant ouvrier qui brouillait un petit peu les pistes, mais de façon très générale et historiquement, l'engagement est corrélé à des situations sociales plutôt favorisées. Et encore aujourd'hui, plus on est doté en capital scolaire, et notamment en termes de niveau de diplôme, plus on s'engage. Alors pareil, pour redonner quelques chiffres des enquêtes récentes classiques sur le bénévolat, c'est les travaux de Lionel Proutot et de France Bénévolat, essentiellement, que je mobilise sur ces questions en général. On a 55% des diplômés du supérieur qui sont engagés dans une activité bénévole contre seulement 30% des personnes sans diplôme. Et donc, la courbe augmente au fur et à mesure entre ces deux catégories. Et donc là, on a bien cette perception-là. Et ça se retrouve même, y compris au sein des personnes de l'enseignement supérieur. Là, je prends l'enquête OVE, qui est toujours intéressante parce que même si elle est focus sur les étudiants, elle permet de dire des choses. Donc, non seulement on a la question du diplôme, mais on a aussi la question du contexte. Et dans l'enquête OVE, la dernière sur la question de l'engagement étudiant, donc c'était avant la crise Covid, on avait 28% d'étudiants qui étaient engagés dans des assos étudiantes, alors qui peuvent être considérés comme des lieux de socialisation d'un engagement ultérieur, éventuellement. Et là, on a des écarts assez forts, puisqu'on a, alors pour donner 2-3 chiffres rapidement, 59% des personnes en école d'ingénieur, 51% des personnes en école de commerce, 45% des personnes de façon générale dans les grandes écoles qui sont engagées dans des assos étudiantes, contre seulement, et là ça peut paraître contre-intuitif aussi, 19% des étudiants en lettres et sciences humaines et sociales ou 22% des étudiants en économie et droit. On a quand même un écart très très fort. Et donc ça dit quelque chose des mécanismes de socialisation et du fait qu'il y ait des lieux qui favorisent l'engagement. Et évidemment, il y a un effet cumulatif à ça. C'est-à-dire que plus on s'engage tôt et dans des structures qui nous apprennent à ça, plus on aura la faculté non seulement de s'engager, mais aussi de bénéficier des capitaux, des ressources issues de ces expériences d'engagement. Et donc, après, de pouvoir les valoriser, etc., etc. Donc, il y a cet amont-là, et puis après, l'aval aussi qui est compliqué et qui renvoie aussi à l'éventuelle valorisation des compétences, qui est un mécanisme en soi qui ne fait pas forcément consensus dans les représentations des publics à qui il y a une proposition d'engagement. Et là encore, je reviens sur le témoignage de Karen qui est tout à fait révélateur sociologiquement du mécanisme, c'est-à-dire des déficits de confiance en soi, de la distance vis-à-vis des institutions de l'engagement, et on peut ajouter à ça les problématiques sociales qui probablement écrasent les possibilités de représentation de soi dans le monde social et le sentiment d'importance possible dans le monde social. Et donc ça, c'est des lieux de travail. Alors à la fois, comme levier d'insertion professionnelle, effectivement, l'idée est compliquée pour en faire un mécanisme total, mais par contre, il y a un bénéfice par un apport de compétences et d'expérience pour les personnes qui s'engagent, qui se retrouvent après ultérieurement. Et là, je ne vais pas les citer, mais il y a tout un tas de travaux qui montrent l'acquisition de compétences dans les expériences bénévoles, que ce soit dans le milieu étudiant, encore une fois, que ce soit aussi pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, où il y a des travaux qui montrent que il y a des plus
forte reprise d'emploi s'il y a des expériences antérieures, etc. etc. Enfin, ça fait consensus sur l'acquisition de compétences et sur les possibilités de valorisation ultérieure. Merci Sébastien. On a dit déjà beaucoup de choses, mais je voulais revenir sur moi, la question des jeunes décrocheurs. J'ai travaillé longtemps sur ce sujet-là et j'ai travaillé par exemple chez Unicité avec le programme Booster qui est dédié aux décrocheurs. Pour moi, le premier intérêt de l'engagement, quel qu'il soit, c'est pas un levier d'insertion professionnelle du premier abord, c'est plutôt un levier d'orientation et de gain en confiance en soi. Et on va avoir des jeunes décrocheurs qui vont d'abord travailler sur l'estime de soi et découvrir les possibilités pour eux-mêmes et sur l'existant, bien avant de réfléchir à une carrière professionnelle. C'est voilà, des thématiques, rencontrer d'autres jeunes, etc. Donc, on n'est pas vraiment sur insertion pro, même si après, ils vont développer des compétences. On est d'abord sur le champ des possibles. Voilà. Merci à tous pour vos différentes réponses. Toujours dans faut-il faire de l'engagement un levier d'insertion professionnelle ou non? Il y a la question quand même assez brûlante en ce moment liée à l'actualité, à certaines expérimentations dont on a pu parler, par exemple le RSA sous condition, etc. Quel travers et quel risque on pourrait avoir à faire justement de l'engagement vraiment un outil en soi d'insertion professionnelle? Nadia, je te laisse commencer. On t'entend pas. Le micro est fermé. Désolée, à chaque fois je le coupe parce que j'ai des retours. Alors oui, alors sur la question des risques, pour nous, pour compléter ce qui vient d'être dit, l'engagement, c'est avant tout un engagement. C'est-à-dire qu'on ne le corrèle pas à l'insertion professionnelle. On sait que ça a un impact sûr, mais ce n'est pas ce qui va être, ce qui va être l'objectif premier. Pour nous, le sujet, c'est vraiment que les jeunes puissent découvrir l'engagement et au travers de l'engagement, qu'ils puissent se découvrir. Donc ça, c'est un enjeu très important. On n'est pas à la fève, nous, des professionnels de l'insertion. On travaille sur ce sujet-là, évidemment, parce qu'on a bien en tête les liens entre engagement et insertion, mais pour autant, on est plutôt des professionnels de l'engagement et de la solidarité. Et l'objectif, c'est d'utiliser par ce biais-là, par l'engagement, de faire tremplin vers l'insertion. Mais vraiment, pour nous, l'ADN, c'est vraiment de rester sur une dynamique d'engagement et de volontariat. Il faut que les jeunes aient envie. Nous, l'important dans notre dynamique, dans notre mobilisation des jeunes, c'est de leur donner envie, de se découvrir, de découvrir des sujets et de ne pas se retrouver dans une situation d'obligation d'engagement. Parce que dans ce cas-là, ça serait contre-productif. Le but, c'est pas de faire des travaux d'intérêt généraux ou d'avoir des jeunes qui n'auraient pas du tout envie. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important dans la dynamique d'engagement, c'est de susciter l'envie chez les jeunes. C'est peut-être ce qu'il y a aussi parfois de compliqué, mais c'est ce qui fonctionne le mieux si on veut les rendre acteurs de leur engagement et pas faire en sorte qu'ils subissent. Marie et Sébastien, est-ce que vous voulez compléter? Eh ben oui, évidemment. Alors, on est quand même un petit peu dans la même perspective. En y réfléchissant, on considère que l'engagement, à la fois, devrait être reconnu a posteriori et être facilitateur dans l'insertion professionnelle, mais éviter ou limiter le plus possible son institutionnalisation pour éviter la dimension utilitariste qui est le risque. Alors, au passage, d'ailleurs, quand on fait des enquêtes sur l'engagement, nous, on en a fait une dans le cadre de l'engagement bénévole et événementiel il y a 2 ans, dans le cadre d'un marché public. C'était aussi une des craintes évoquées par les personnes qui étaient des bénévoles réguliers et pour qui l'engagement qui conduit à des développements, notamment de compétences, mais explicités au départ,
peut poser un problème d'éthique, bon, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais disons qu'en tout cas, il y a cette crainte a priori qui est bien légitime par rapport à, effectivement, comme le disait Nadia, l'essence de l'engagement. Et alors après, il y a deux points de vue, enfin deux aspects par rapport à ça. D'une part, c'est éviter l'engagement provoqué de façon artificielle qui, du coup, non seulement fait perdre l'essence d'un point de vue collectif, mais même en termes de sens individuel, ne fait pas retrouver ce qui fait, on va dire, la beauté et vraiment la dynamique, y compris personnelle, émotionnelle et sociale de l'engagement et donc risque de faire, en fait, de conduire à des actions qui n'ont pas toute la force de ce qu'est une action engagée d'une part. Et puis d'une part, du point de vue des institutions, c'est aussi se dire que l'engagement et les dispositifs associés peuvent au bout d'un moment créer de l'emploi caché, créer des espèces de conditions morales ou matérielles à l'engagement qui aussi recréent des inégalités entre les possibilités d'engagement des uns et des autres, des unes et des autres. Et donc, voilà, on a vraiment tous ces risques qui prennent si on institutionnalise trop, j'ai envie de dire, pour en rester là. Alors Manon, tu as ton micro coupé, mais je pense que tu m'envoyais la parole. Mais, Sébastien a déjà dit beaucoup de choses sur... oui, moi je pense qu'il y a un vrai risque à prendre en considération, c'est justement d'arriver sur l'utilisation de l'engagement du côté des institutions. Moi j'ai été volontaire en service civique pour la petite histoire à sa naissance. Et vraiment, il y a eu des grandes difficultés à éviter que le service civique soit pas utilisé de manière détournée. On a tendance à utiliser des très bonnes idées et les détourner. Donc voilà, institutionnaliser de l'engagement de manière RSA, etc., ce serait un grand danger et même très décourageant, je pense, pour la nouvelle génération parce que ce serait à l'opposé de ce qui est, de la manière dont ils le conçoivent. Merci Marie et Sébastien. Karine, est-ce que tu veux compléter? Oui, alors, évidemment, je suis d'accord sur ce que tu dit et c'est le délégué général de l'Union nationale des missions locales qui rappelait quand même que le bénévolat, ça a une logique qui peut dire qu'il le veut bien. Donc, forcer du bénévolat n'a strictement aucun sens. Alors, nous, en mission locale, on va dire notre objectif, c'est l'insertion professionnelle. Ceci dit, c'est pas que l'insertion professionnelle, c'est l'accès à l'autonomie, prendre sa place de citoyen. Et donc, on va avoir les deux cas. Il y a des moments où on va utiliser volontairement, de façon très utilitariste, l'engagement, la proposition d'engagement comme un levier presque officiel de l'insertion professionnelle. Dans le cas de Génération Engagée, clairement, l'objectif, c'est qu'ils puissent construire un projet professionnel et l'engagement est le moyen. Mais nous, on veut aussi avoir des propositions de liberté. Et dans ce cas-là, on est clair, on ne fait pas semblant que l'engagement est son seul objectif. Il faut qu'il y ait des espaces de liberté, justement, ils viennent parce qu'ils le veulent bien, et où du coup, l'engagement est vraiment choisi, où les jeunes font vraiment ce qu'ils souhaitent pour que ça puisse renforcer leur sentiment de citoyenneté. Si on est dans un engagement qui est toujours utilitariste, on perd le sens de l'engagement et moi je crains que du coup ce qui va se passer, c'est que ça va faire une génération qui sera in fine désengagée. Parce qu'ils n'auront vu l'engagement que comme des cases à cocher pour avoir un bon CV, pour pouvoir accéder à autre chose. Or, l'engagement, c'est quand même d'abord prendre sa place de citoyen. Et donc, il faut être vraiment au clair. Moi, il me semble qu'il faut être au clair sur qu'est-ce qui est proposé. Est-ce que c'est un programme d'insertion professionnelle qui inclut l'engagement ou est-ce que c'est un engagement pour construire quelque chose, apporter quelque chose à la société. Et puis, je voulais rebondir aussi sur la question du service civique. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'équilibre il est difficile à trouver. Nous, on est plateforme service civique. On voit bien que c'est quand même, pour certains jeunes, un moyen d'avoir un revenu. Et voilà, quand on est en précarité, l'allocation service civique, c'est quand même bienvenu. Ça paraît un emploi plus accessible pour certains jeunes. Et du coup, là, on est vraiment, on perd une partie du sens. Donc,
c'est vrai aussi parfois sur certaines missions, il va falloir quand même aussi freiner l'association sur non, ça c'est un emploi, ce n'est pas une mission de service civique, donc ça n'est pas la même chose. Et donc c'est dans les deux cas, que ce soit l'association qui cherche plutôt un employé à bas coût pour des tas de raisons, hein, aussi parce qu'il y a un manque de contrats aidés, ou le jeune qui cherche un revenu, la motivation première, elle n'est plus du tout l'engagement, là, en fait. En effet, merci à tous pour vos retours. Ça va nous permettre quand même de constituer on a constitué une solide base d'échange pour répondre quand même à la question quand même qui nous intéresse et qui serait donc finalement à quelles conditions l'engagement peut être un levier d'insertion professionnelle, même si donc on a bien compris que ça ne peut pas être on va dire un objectif premier en soi. Et pour cette question, Nadia, je te propose peut-être de commencer. Sur les conditions d'engagement, excuse-moi. Oui, tout à fait. À quelles conditions l'engagement peut-il être un levier d'insertion professionnelle? Alors, pour vous expliquer un peu d'où je pars, je vais vous présenter en quelques mots le programme moi, que je pilote à la FEF, qui est le programme Apprenti Solidaire, qui est une prépa apprentissage qui a pour objet de mobiliser des jeunes éloignés de l'emploi, de la formation. Alors, on les appelle comme on veut, les jeunes en situation de décrochage, les décrocheurs, les NIT, les invisibles, enfin voilà, il y a énormément de terminologie. On a encore du mal à nous à trouver un terme, en tout cas le bon terme. Donc, plutôt des jeunes éloignés de l'emploi et de la formation. Et nous, notre objectif, c'est de leur proposer de s'engager à la FEV via un service civique durant 6 mois. Et au travers de ce service civique, de s'engager dans des missions très diverses et variées de solidarité. Ça peut être des maraudes, des collectes alimentaires, l'animation de jardins partagés, des interventions en EHPAD, dans l'établissement scolaire. Enfin voilà, ça peut être énormément de choses. Et par ce biais-là, de développer, déjà de se remobiliser, de développer des compétences qui seront transposables après dans leur vie professionnelle et même personnelle. Ces jeunes-là, ce qu'on leur propose, c'est de passer la moitié de leur temps sur des missions de solidarité très concrètes. Un deuxième aspect du projet, c'est de les acculturer à la formation, leur donner, de les former sur un certain nombre de sujets qui vont être déterminants pour eux pour la suite, mais surtout les acculturer à la formation. C'est-à-dire que c'est une prépa apprentissage. L'objectif, c'est d'accompagner les jeunes à décrocher un contrat en apprentissage et donc de démarrer une formation. Qui dit démarrage de formation, dit cours. Et donc, l'objectif, c'est d'acculturer ces jeunes à la formation jeunes qui bien souvent ont eu un vécu pas forcément simple, ou en tout cas un parcours scolaire parfois chaotique et parfois inexistant. Parfois des jeunes qui ont décroché depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Donc il faut acculturer à la formation et puis leur donner les bases pour pouvoir redémarrer de manière sereine. Et le dernier aspect, c'est de pouvoir travailler avec chaque jeune sur le projet professionnel. Donc là, chaque jeune est accompagné pour définir son projet professionnel, vérifier que ce dernier est viable, permettre aux jeunes d'avoir une dimension un peu concrète via des rencontres de professionnels, des visites d'entreprise et la réalisation de stages. Donc deux périodes de stage de 15 jours qui permettent de vérifier, de confirmer un projet professionnel ou de changer, ce qui arrive aussi assez régulièrement. Et l'objectif, c'est qu'à l'issue de ces 6 mois, le jeune ait repris confiance en lui et qu'il puisse démarrer une formation ou trouver un emploi. Ça, c'est le cadre un peu général d'apprenti solidaire. Pour nous, la pierre angulaire du programme, c'est bien évidemment l'engagement et la solidarité, parce que par cet élément-là, on va pouvoir valoriser le jeune. Des jeunes qui, bien souvent, quand ils arrivent à la FEV, nous disent « Moi, on m'a dit que je n'allais pas y arriver. Moi, on m'a dit que je n'étais pas capable. » Et en fait, par le biais de l'engagement, on va leur dire « Tu peux, tu vas, et puis engage-toi, découvre-toi, découvre des choses. Et par ce biais-là, tu vas pouvoir te découvrir aussi, parfois, te tromper. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment
de mettre les jeunes dans des situations de valorisation et de faire. Bien évidemment, pour que cela fonctionne, il faut un accompagnement humain. C'est-à-dire que chaque jeune fait partie d'une promotion de 10 jeunes, d'un groupe, qui est accompagné par un professionnel de la FEV. Ce professionnel-là, ce qu'il va pouvoir garantir, c'est que les jeunes s'engagent, que tout se passe bien, mais surtout, il va pouvoir créer un lien de confiance avec les jeunes et un lien de confiance aussi individuel. Parce qu'il y a un élément qui est aussi déterminant dans les freins à l'engagement ou les freins à l'emploi, parce que à cet endroit-là, ça freine à tout niveau, ce sont les problématiques que peuvent rencontrer les jeunes dans leur parcours. On a des jeunes qui arrivent, qui ont déjà un vécu, qui ont déjà des bagages, il y a des choses qui les entravent dans leur parcours, des freins dits périphériques que nous, on n'identifie pas du tout comme périphériques et qui sont centraux. Et le lien de confiance va permettre aux professionnels de la FEV d'identifier ce qui freine le jeune dans son parcours. Ça peut être des problématiques de santé, des problématiques sociales, des problématiques de logement, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et en mettant le doigt sur ce sujet, ça va nous permettre de travailler avec le jeune sur la thématique et de pouvoir l'orienter vers d'autres structures qui pourront aussi accompagner le jeune. Le but étant de faire un peu alliance avec et s'inscrire dans une dynamique de partenariat avec d'autres pour faire en sorte que chaque jeune puisse vraiment avancer dans son projet et être sécurisé dans son parcours, que ce soit vers l'engagement, parce qu'un jeune en fait qui n'est pas bien, un jeune qui n'a pas de toit, ne pourra pas s'engager. Ça ne sera pas sa préoccupation première. Et ça sera exactement la même chose pour l'emploi. On aura beau les accompagner vers de l'insertion, leur trouver des formations de l'emploi. Si on n'a pas su mettre le doigt sur ces sujets-là, on va avoir du décrochage aussi, que ce soit en emploi, en études, en apprentissage et en engagement. Voilà, donc pour nous, c'est un élément très important que de pouvoir créer ce lien de confiance. Et l'engagement le permet et l'accompagnement par des professionnels le permet. Merci, merci Nadia. Karine, est-ce que tu veux également compléter et peut-être en profiter également pour nous présenter un petit peu les différents programmes, ce que propose Lille Avenir? Oui, alors, je disais tout à l'heure, il y a 2 types de programmes. Il y a ceux où l'objectif premier, c'est quand même l'insertion professionnelle et l'engagement est un des moteurs d'eux. Et puis ceux où il y a un vrai espace de liberté proposé. Je vais commencer par ceux-là. On utilise la pédagogie Start Lab, qui est une pédagogie qui permet une méthodologie qui permet aux jeunes de construire leur propre projet. Et puis, on a également un média des jeunes, fait par des jeunes pour des jeunes, qui s'appelle Regard Jeune, qui est à la fois un journal papier et une web TV. Et la condition pour que ça marche dans les 2 cas, c'est de leur faire véritablement confiance sur ce qui va être produit, de vraiment laisser un espace de liberté. Et par exemple, sur la méthodologie Startup, l'année dernière, on l'a utilisé, cet été, enfin avant l'été, on l'a utilisé pour proposer à des jeunes on a dit, voilà, vous serez accompagnés, vous serez soutenus plutôt, pour créer l'événement que vous voulez. La seule condition, c'est que ça s'adresse à des jeunes comme vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a eu toute la première réunion, c'était mais vraiment, on fait ce qu'on veut. Et on leur a même donné un budget de 3 000 €. On a dit, voilà, vous l'utilisez comme vous voulez. On ne dépassera pas 3 000 €, vous avez le droit d'aller chercher plus. Et vraiment, ça les a assez bluffés. Et ce qu'ils ont produit, ils ont produit un festival, donc en 2 mois de temps. Ils ont produit un festival de musique en plein air, multiprogrammation, avec une buvette et faire ça en 2 mois. Et franchement, c'était d'un niveau professionnel. Et donc, vraiment de leur faire confiance. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ça leur permet ça les booste, ça fait vraiment notre confiance en eux leur a donné confiance dans leur capacité à faire et ils ont fait. L'autre condition aussi pour que ça marche, c'est que les accompagnateurs socioprofessionnels, les conseillers se mettent à égalité, puisque là, ils sont vraiment en soutien, ils sont avec eux.
mais pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, bien pour répondre aux questions, pour garder le cadre, notamment le cadre du collectif, parce que ce qui fait que ça fonctionne aussi, c'est qu'ils sont en collectif, donc ils peuvent effectivement se soutenir les uns les autres, se raccrocher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, du coup, mettre les professionnels dans cette situation-là, d'être soutien plus qu'accompagnateur, c'est que ça va changer aussi leur regard sur les jeunes qu'ils accompagnent, de se rendre compte de ce qu'ils sont capables de faire, de challenger. Et du coup, ça diffuse une autre façon d'appréhender l'accompagnement, d'être plutôt se mettre à niveau, plutôt que se mettre en position haute. Voilà. Et donc là, les gardiens de l'objectif, c'est bien les jeunes. Et dans le cas du média Regard Jeune aussi, c'est le cas. Les conseillers qui sont sur le comité de rédaction, ils ne sont que facilitateurs. Mais ils n'apportent pas de sujet. On est très attentif à ça. C'est vrai que c'est toujours la tentation. Quand on a un média en mission locale, c'est que nous, on a aussi des enjeux de communication, donc ça pourrait être sympa d'utiliser, mais on se refuse à le faire. Et du coup, ça va être l'autre condition, c'est que il faut que la notion d'engagement, elle fasse vraiment partie des valeurs de la structure. Que cette volonté d'apporter un espace d'accès à la citoyenneté par l'engagement, ça soit porté par des valeurs fortes de la structure, de sa gouvernance, de sa dirigeance, parce qu'il y a des études d'impact, des labs d'expression qui existent dans différentes missions locales. S'il n'y a pas cette condition d'une valeur forte, un peu intransigeante même, de la gouvernance et de la dirigeance, ça se dévoie assez vite en quelque chose d'utilitariste et qui va devenir au service de la structure. Dans les programmes aussi qu'on a qui portent de l'engagement dans l'insertion professionnelle, de façon plus claire, outre Génération Engagée, on porte une école de la transition écologique, qui fait partie du réseau Être. Et une des raisons pour lesquelles on a souhaité créer cette école, c'est qu'on voyait bien que l'engagement dans la transition écologique, ça fait partie des moteurs dans cette génération. Pas tous, mais quand même, on a pas mal de jeunes qui disent, moi je voudrais un emploi qui ne fasse pas du mal à la planète, même idéalement qui fasse du bien. Et puis, de toute façon, il y a aussi des besoins de compétences pour la transition écologique. Donc on a eu envie de créer cette école pour que cette envie de s'engager pour la planète, elle puisse se traduire aussi professionnellement. Et là, sur l'école Être, c'est des petits promos, promos de 15 à 20. Et on voit que le collectif, c'est vraiment, le collectif, c'est un levier d'engagement, puis un levier aussi pour que les jeunes se disent entre eux les compétences qu'ils sont en train d'acquérir. Ah, t'as fait ça, c'est top, montre-moi, explique-moi. Et d'avoir un père qui vous dit mais t'es super bon là-dessus. C'est au moins aussi fort que d'avoir son conseiller qui vous le dit. Et puis le collectif, ça permet aussi de tenir effectivement, sur l'école Être, ça s'adresse à des jeunes éloignés, voire très éloignés. Quand on a effectivement d'autres difficultés dans sa vie, être soutenu par les autres, ça permet de se raccrocher. Ok, je vais avoir manqué une session parce que j'avais à aider ma mère malade. Mais les autres, sur le groupe WhatsApp qui se constitue, généralement, ils ont un groupe WhatsApp avec leur coordinateur professionnel, puis ils ont un groupe WhatsApp entre eux. Voilà. Donc, et ça peut communiquer. Et du coup, sur le groupe, ils sont comme un groupe classe finalement. Ils se refont un groupe classe où ils se soutiennent, ils vont se donner des informations, ils vont se faire du rappel. Et du coup, ils s'autonomisent aussi à trouver de l'aide chez des pairs. Merci Karine. Je vais laisser Marie et Sébastien compléter et ensuite on accueillera donc Achinia qui est étudiante et fondatrice de l'Institut élémentaire et qui nous apportera son témoignage. Marie et Sébastien, je voulais... Oui. Merci Manon, ça sera que Marie pour cette fois.
Moi, pour répondre à cette question, et ça va faire écho à tout ce qu'on vient de se dire, donc dans l'un des programmes historiques d'engagement chez Article 1, c'est le programme Maison. Donc rapidement, Maison, c'est un programme qui s'adresse à des étudiants boursiers qui vont être accueillis dans une résidence étudiante. Une quarantaine de jeunes par résidence étudiante. On est présent à Paris, Lyon et à Rennes cette année. Et on va travailler sur 3 axes dans Maison. On va travailler sur ce qu'on appelle le vivre, agir, apprendre. Donc rapidement, le vivre, on va d'abord travailler sur le lien social, c'est-à-dire répondre à la problématique de l'isolement étudiant. Donc là, on va organiser des événements conviviaux au sein de la résidence, des soirées raclette, des soirées Halloween, etc. Et ensuite, le but, c'est donc on est dans la thématique engagement, c'est de faire engager nos jeunes sur des problématiques, sur des projets, en tout cas solidaires, à l'échelle très locale, donc dans l'arrondissement du 14e, par exemple. Et pour ça, on va les faire travailler de manière collective, en groupe, et ils vont choisir donc une thématique, une problématique, avec soit un acteur associatif ou seulement eux. Et ensuite, ils vont le déployer pendant l'année. Le but, c'est qu'ils arrivent à mener une petite action d'ici la fin de l'année. Et pour les accompagner sur ça, donc, on fait un atelier par semaine sur les problèmes, sur la gestion de projet, les grandes étapes de la gestion de projet, etc. Donc là, vous avez donc Maison. Donc, pour répondre à la question, moi, la première condition sur l'engagement, en tout cas en termes de levée d'insertion, c'est qu'il faut qu'on soit absolument pas moralisateur. Sur Maison, on sait très bien qu'on vient répondre à la problématique du logement. On n'est pas dupe, on est sur des étudiants qui ont besoin de se loger pour pouvoir d'abord réussir leurs études. On sait très bien ils vont avoir un boulot étudiant pour pouvoir manger. Donc, le but, c'est qu'on s'adapte aussi à leur niveau d'engagement et qu'on ne soit pas culpabilisant quand c'est pas possible de faire l'atelier, etc., etc. Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite, c'est vraiment, Nadia, t'en as beaucoup parlé, c'est l'aspect humain. En effet, on ne peut pas demander à nos jeunes d'être engagés alors que dans leur vie, ça ne va pas. Donc, on va prendre du temps. Donc, nous aussi, on a ce qu'on appelle un chargé de déploiement, donc un salarié article 1 qui va être au quotidien avec ces jeunes-là. Et vraiment, on sait que ce qui marche, enfin, si ça marche Maison, c'est parce qu'on a cette personne-là qui va être en atelier toutes les semaines, pouvoir répondre au téléphone quand il y a besoin, orienter les jeunes quand ils ont des problèmes de précarité, de santé mentale, etc. Et nous, on va même enrichir nos ateliers sur ces thématiques-là, parce qu'il faut déjà qu'ils soient bien pour s'engager. Et ce qui peut être aussi, on l'a évoqué, la notion du collectif est très, très importante parce qu'on l'a dit tout au début, dans les freins à l'engagement, en plus, ça a été révélé dans les enquêtes qu'on a menées auprès de nos jeunes, ils ont peur de sortir de chez eux, d'aller à un événement où ils ne connaissent personne. Qu'est-ce qui va m'arriver? Enfin, au-delà de la mission telle quelle, c'est déjà, je vais y aller seule, je vais connaître personne. Donc là, on va les faire travailler de manière collective et il va créer, enfin vraiment, le fait de travailler sur le vivre et les moments conviviaux, déjà, ils vont se connaître. Il y a vraiment un élan de solidarité qui se crée. Prête-moi le sel, enfin vraiment on est sur des trucs très basiques, mais qui vont au final, qui vont être solides pour porter des projets collectifs. Et en plus, comme ça leur apporte au-delà au-delà du lien et de cet aspect solidaire, ils vont découvrir leur territoire aussi. Enfin, pour toutes ces actions permettent aussi d'asseoir l'engagement et des bonnes conditions. Il faut vraiment qu'ils comprennent qu'est-ce que ça va leur apporter. Et au-delà, forcément, ils vont développer des compétences et on va leur apprendre à les valoriser. Mais ça, c'est la question d'après sur le comment. Mais ils vont se rendre compte qu'en s'engageant dans leur territoire, ils vont s'approprier leur territoire, le milieu associatif, même être à la rencontre des habitants, etc. Donc, on n'est plus dans la résidence étudiante dortoir. Voilà. Merci beaucoup.
Marie, pour ce témoignage. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons accueillir Ashimia qui vient de nous rejoindre pour nous apporter son témoignage. Ashimia donc, est une jeune étudiante qui s'est beaucoup engagée. Donc, Ashimia, est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur tes expériences d'engagement et en profiter également pour nous donner ton avis donc, sur la question donc, à quelles conditions l'engagement, selon toi, peut être un levier d'insertion professionnelle? Est-ce que ça a fonctionné pour toi? Si oui, pourquoi? Sinon, également, n'hésite pas à nous donner des pistes d'amélioration. Je te laisse la parole. Alors bonjour à tous déjà, et je m'excuse pour le retard. Donc je me suis engagée, aujourd'hui j'ai 24 ans, je me suis engagée quand j'avais 19 ans. J'étais totalement pas du tout engagée, justement, je ne votais pas du tout. J'avais un rejet de la politique, des associations, et même au niveau social, j'étais pas très insérée. J'étais décrochage scolaire à ce moment-là. Et la raison qui m'a poussée à m'engager, en fait, c'est chercher à faire quelque chose de positif pour moi, pour les autres, avoir un impact sur la société. Voilà. Mais aujourd'hui, globalement, je suis très sceptique sur l'engagement et notamment l'engagement des jeunes, surtout dans les conditions dans lesquelles, dans certaines associations et malheureusement la majorité dans lesquelles j'ai été, cela a été le cas. Donc, d'abord, j'ai eu directement un engagement politique, ce qui n'est pas commun. C'est-à-dire que j'ai été dans une liste pour les élections municipales de 2020. Voilà, je précise que cela a été fait parce que j'avais une connaissance, chose qui est courante et normale en politique. La réalité, parce qu'on pousse les jeunes à s'engager en politique, la réalité, c'est que la politique, c'est surtout du réseau avant tout et des compétences. Donc, voilà, je rentre dans cette liste-là. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais parce que aussi pour que les jeunes s'engagent et que ça ait du sens, il faut qu'ils savent pourquoi ils le font et surtout comment le faire. Donc, je me suis dit que aussi par rapport à mes valeurs personnelles, que la politique et les partis politiques, c'était pas trop pour moi. Donc, je suis allée vers les associations. Donc, en tant que bénévole, et après, petit à petit, j'ai rejoint des projets importants, notamment avec la FEV, où j'ai été en service civique. Et on m'a mis carrément sur le devant de la scène. Voilà, donc j'intervenais dans des établissements. Et ce que je peux assurer aujourd'hui, en tant que jeune engagé dans plusieurs types de structures, dans plusieurs domaines différents. Et aussi, je suis étudiante et je suis aussi entrepreneur. Ce que je peux assurer, c'est que certes, il y a des mauvaises choses et des choses plus positives, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai acquis des compétences, ce qu'on peut appeler aussi des soft skills, qui aujourd'hui me permettent d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et dans tout ce que cela a de positif, c'est-à-dire que je suis autonome, j'ai confiance en moi, je peux parler en public, chose qui n'était pas le cas avant que je m'engage. Mais ça s'est fait parce que j'ai fait mon service civique dans la bonne association. C'est ce que je pense. Je pense que le plus important pour faire en sorte que les jeunes s'engagent et que cela leur serve professionnellement, c'est d'avoir une structure qui le permet, par les humains qui sont dans cette structure-là, par la méthodologie d'accueil et de travail, la communication, justement les groupes entre les jeunes. C'est toutes ces choses-là qui sont peut-être des détails, mais qui vont construire justement un levier pour que nous, on puisse s'inspirer de tout ça et le dupliquer dans notre vie professionnelle. Après, sur les aspects positifs aussi de l'engagement et ce que ça a pu apporter, je dis ce que ça a pu apporter dans ma vie professionnelle, parce que ma vie professionnelle, elle n'est pas encore terminée. Je sais pas, je sais pas ce qu'il en sera, même dans quelques mois. Mais c'est que j'ai un réseau aujourd'hui, voilà, j'ai un réseau d'élus, j'ai un réseau d'associatifs, de responsables associatifs, et ce qui m'aide aussi à avoir des clients dans le cadre de mon activité entrepreneuriale.
Et ce qui m'aide aussi à l'élargir. Plus on connaît de personnes et plus on en connaît d'autres. Voilà. Sur les aspects négatifs, je trouve que, et je veux le dire clairement, hein, même si ça risque d'être mal pris, mais je suis là pour dire ce que je pense et c'est comme ça. Donc je pense que le jeune aujourd'hui, il est une marchandise, clairement. Pas dans toutes les associations, mais dans pas mal d'associations. Pourquoi? Parce que j'ai aussi été dans des dispositifs d'aide aux jeunes, justement, pour qu'ils s'insèrent professionnellement. Euh, ce que j'ai pu constater, c'est que il y avait des enjeux. Parce que je suis des deux côtés, c'est-à-dire je suis autant bénévole que responsable associatif. J'ai mon association. Et quand j'évaluais d'un point de vue, justement, en tant que responsable associatif et bénévole, la façon de faire de ces associations, je constatais que ce qui ressortait le plus dans ces projets-là qui étaient pour des jeunes, c'était le mot subvention, c'était le mot euh, il nous faut des jeunes, enfin, des petites phrases comme ça, comme si le jeune, en fait, c'était juste une marchandise, voilà, très clairement, qui sert à l'association en question d'avoir des subventions et d'exister. Et ça, ben, ça met un frein à l'insertion professionnelle des jeunes, forcément. Et déjà que l'engagement n'est pas un gage de réussite professionnelle, mais alors là, avec ce genre de pratique, c'est sûr et certain que ça ne risque pas d'être le cas. Ensuite, il y a beaucoup de dispositifs au sein des associations qui ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, on peut appeler ça des développements de compétences, comment ça s'appelle, ouais, des formations aussi. Il y a parfois des formations, mais le problème, c'est que le jeune, il s'est formé, il a suivi ça, et puis ensuite, on le laisse partir comme ça. Il y a aussi des cas où, par exemple, l'association, elle va rechercher, je sais pas, elle va recruter, elle va être dans un recrutement, et il y a des jeunes dans l'association qui ont les compétences que l'association recherche, mais bon, les annonces, elles vont se retrouver sur Internet, alors qu'on aurait pu aller voir le jeune et lui dire, bah, écoute, ça, tu es capable de le faire, est-ce qu'on ne pourrait pas te faire un contrat? Donc ça aussi, c'est une façon de professionnaliser le jeune pendant qu'il s'engage dans le cadre de l'engagement, et c'est pas obligé de tout institutionnaliser, d'institutionnaliser la professionnalisation des jeunes avec des actes comme ça, voilà, de dire, ben, écoute, il y a une opportunité, je te donne cette opportunité-là parce que tu as les compétences, par exemple, on peut leur permettre de s'insérer. Les bénévoles aussi, les jeunes bénévoles, on les côtoie tous les jours. On peut juste prendre des nouvelles sur comment ça se passe pour eux. Est-ce que leur étude se passe bien? Est-ce que au niveau de l'emploi, tout se passe bien pour eux? Voilà, je pense il y a quand même des moyens de faire en sorte que le jeune bénévole, eh ben, on puisse l'accompagner sans que ce soit officiel, sans que ce soit cadré, mais juste par ce genre de communication-là. Merci Achimia pour ton témoignage qui rejoint aussi pas mal de choses qui ont pu être dites aussi en première partie d'événement, donc notamment l'importance de l'accompagnement humain. Et tu as soulevé aussi même après l'engagement, justement l'objet de cette dernière question, c'est de voir un peu comment valoriser les expériences volontaires pour les jeunes bénévoles, mais aussi de pouvoir explorer pour terminer, on va dire, cet événement avant les questions, les pistes d'amélioration qui peuvent être données. Donc, du coup, ton témoignage est super intéressant et je pense que va aussi nourrir la réflexion des autres intervenants sur cette question. Donc, Sébastien et Marie, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur cette question? Donc, la valorisation de l'expérience volontaire pour les jeunes et également ouverture et pistes d'amélioration. N'hésitez pas aussi à rebondir sur le témoignage d'Achimia. Merci beaucoup. Oui, alors témoignage très intéressant et évidemment qui, adressant plusieurs sujets, nous rappelle aussi à nos devoirs éthiques en tant qu'associatifs. Et donc la première piste et donc ça me permet de rebondir aussi sur le mot qui a été lancé, le mot soft skills, qui est un des enjeux forts, en fait, des compétences valorisées dans l'engagement bénévole. Alors, je l'évoquais très rapidement, je vais pas redévelopper, mais les travaux montrent des développements d'expériences et de compétences, à travers les expériences bénévoles. Le sujet qui a été particulièrement travaillé
a justement été celui des soft skills ou compétences transversales parce que renvoyant en fait énormément aux dimensions humaines, aux dimensions intrapersonnelles, aux questions d'organisation, davantage que des compétences techniques, même si en fait elles existent aussi, il ne faut pas les négliger, mais on va dire que sur les enjeux globaux d'employabilité, d'insertion, finalement, c'est le sujet des soft skills qui ressort le plus. Et elles ont l'avantage, et alors c'est pareil, il faut vraiment prendre ça comme une lecture a posteriori des expériences d'engagement et non pas comme une vision intégrée, comme on le disait tout à l'heure. Elles permettent aussi, ces compétences développées et ces revalorisations de l'engagement, de compenser d'éventuelles inégalités d'accès à d'autres instances, à d'autres expériences, et peuvent aussi faire penser des modèles alternatifs à celui qui est le plus dominant encore, qui est celui du scolaire, ou celui de l'expérience prestigieuse liée à des origines sociales favorisées, entraînant une espèce de cercle vertueux de bonnes expériences. Bon. Et c'est vrai que l'idée derrière ça, tout de suite, alors l'approche par compétence fait l'objet de plein de débats et aussi de limites et de critiques, bon, sur lesquels on n'a pas le temps de revenir ici, mais un de ces apports forts et sur lequel il faut pouvoir insister, c'est qu'elles permettent de neutraliser justement l'étiquette symbolique des expériences. Alors ça me permet un petit peu de transitionner sur le programme sur lequel je travaille plus particulièrement chez Article 1, qui s'appelle Job Ready. Donc, puisqu'il travaille cette question en fait particulièrement. Alors, Job Ready, c'est un programme présentiel et digital d'accompagnement à la reconnaissance et à la valorisation des compétences et en fait spécifiquement des soft skills. Et un des partis pris, il y en a plusieurs importants, mais pour le sujet qui nous concerne, le premier parti pris, c'est justement de se focaliser sur la valorisation des compétences pour que les jeunes se réapproprient leurs expériences ou en neutralisant le plus possible la valeur symbolique de l'expérience en question. C'est-à-dire qu'on valorise autant des expériences pro que d'engagement, que des investissements dans des centres d'intérêt importants, puisque ce qui ressort dans le réel de l'activité, c'est effectivement que ça développe des compétences. Et sauf que pour des questions, comme on l'évoquait tout à l'heure, de confiance en soi, de situation sociale, etc., tout le monde n'a pas conscience de valoriser des compétences selon les expériences, et typiquement les expériences les plus précaires, les plus dévalorisées, ou qui peuvent paraître les plus anodines, et y compris dans l'engagement d'ailleurs, qui n'est pas forcément un engagement, encore une fois, structuré dans une association, donc qui peut être encore plus éloigné. Et ben, ces expériences-là développent aussi des compétences, mais on est dedans sans avoir l'impression qu'on peut les valoriser quelque part. Et donc, il y a une forme de compensation des inégalités sociales à travers cette démarche. Et le principe de la plateforme, du programme Job Ready, c'est de faire prendre conscience qu'on développe des compétences dans des expériences, et ensuite de pouvoir les valoriser à travers l'obtention de badges numériques de soft skills. Et donc, tout le schéma concerné, qu'on a un peu évoqué, qui colle aussi avec l'expérience d'Achimia, c'est de partir non pas sur l'idée qu'on a forcément développé des choses, mais par réflexivité de comprendre et de s'approprier ces soft skills développés et ensuite de pouvoir les valoriser dans d'autres instances. Donc, alors évidemment en recherche d'emploi, mais aussi pour soi. C'est-à-dire que même si on est dans le cadre de l'insertion professionnelle, encore une fois, pour pas non plus dévoyer complètement tout ça, on se dit que dans ce programme, il y a aussi en soi pour soi la question de la réflexivité pour la propre vision de soi dans son parcours, faire le point sur ses points de force, etc., etc. Évidemment que l'employabilité est un enjeu fort, mais encore une fois, réduire tout le programme à ça, ce serait justement passer à côté de quelque chose de plus important. Donc l'engagement fait partie des 4 grandes catégories valorisées par la plateforme, et donc on peut entrer, renseigner son expérience bénévole pour la valoriser, comprendre ce qu'on y a développé plus particulièrement. Dans les dispositifs au sein de Job Ready, je ne ferai pas trop long, on a aussi le passeport engagement, qui a été une initiative spécifiquement dédiée, donc en partenariat avec différentes associations, construites de manière à avoir une valorisation supplémentaire de l'engagement. Donc les jeunes qui valorisent un certain nombre d'expériences bénévoles peuvent obtenir un passeport engagement, qui est donc un supplément par rapport aux open badges numériques. Des compétences et qui permettent aussi de mieux situer son parcours engagé. Je glisse un mot par rapport à ça. Un des intérêts aussi de travailler sur la question de l'engagement et de sa valorisation, c'est de constater que tous les dispositifs jusque-là qui ont été initiés, alors ça a surtout commencé au début des années 2010, mais quelle que soit la forme et quelle que soit la qualité des intervenants, en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour le moment, les portefeuilles d'engagement,
les différentes initiatives de labellisation ne marchent pas parce que soit elles sont pas connues, soit elles répondent pas aux besoins initiaux des personnes. Et en fait, en réalité, là encore, on ne peut pas rationaliser a priori l'apport d'un engagement, c'est seulement dans la pratique. Et après, les enquêtes, cette fois-ci côté recherche, le montrent, les personnes, objectivement, peuvent avoir de faibles attentes vis-à-vis du développement de compétences. C'est l'enquête sur l'engagement bénévole dont je parlais tout à l'heure, qui fait ressortir ça clairement. Mais rétrospectivement, évidemment, déclarent fortement avoir développé des compétences pendant leur engagement. Et donc, ça veut dire qu'il se passe bien quelque chose et que ce quelque chose peut, voilà, peut aider. Et donc, JobReady est aussi imbriqué dans le programme Maison, simplement pour finir, puisqu'on a des ateliers autour des soft skills et du programme qui sont aussi déployés dans le cadre du programme Maison pour effectivement aussi que les jeunes aient un temps de réflexivité sur ce que leur apporte le programme Maison et affiner leur appropriation de ces compétences. Merci Sébastien. Marie, c'était OK pour toi aussi, je vois. Super. Karine, même question donc concernant la valorisation de l'engagement des jeunes. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Achimia, qui était vraiment passionnant. Merci beaucoup. C'est vrai que la particularité des engagements, en tout cas quand ils ne sont pas inscrits dans un programme d'insertion professionnelle, c'est que ça n'est pas et ça ne doit pas être un dispositif. Donc, il n'y a pas de financement dédié. Voilà, donc il faut arriver, donc une des conditions pour que ça marche, c'est de dégager des financements de fonctionnement, je veux dire, pour que ça reste cet espace de liberté. Et en même temps, en parallèle, avoir bien des programmes justement de valorisation des soft skills, de développement des compétences psychosociales qui vont être proposés aux jeunes. Parce que un programme d'engagement, je pense Regard Jeune ou les Start Labs, on n'a pas de sortie positive de ça. L'objectif n'est pas d'aller à l'emploi ou d'entrer en formation, c'est d'être devenu plus citoyen, d'avoir pris confiance en soi, tout ça est très difficile à mesurer. Donc on ne se fixe pas l'objectif, nous, de le mesurer, parce que si on commençait à se fixer l'objectif de le mesurer, eh ben, on sait qu'on rentre nécessairement, enfin, forcément, on crée des dérives. En revanche, il faut avoir des espaces de réflexivité, je suis tout à fait d'accord avec Sébastien, qui permettent aux jeunes, s'ils le souhaitent, de réaliser les compétences qu'ils ont développées. Donc en parallèle de ces programmes-là, je dis, on a des ateliers de développement de compétences psychosociales, un programme qui s'appelle 100% Soft Skills. Et si les jeunes n'ont pas là-dedans, il va de toute façon y avoir dans l'accompagnement global par le conseiller, forcément la question de et alors du coup, quand tu as fait ton programme Start Lab, ça t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce que tu en as appris? Pour que le jeune puisse enrichir son CV, réaliser ce qu'il a aimé, pas aimé, donc continuer à enrichir son projet, tous les éléments qui vont permettre de construire son projet. Et donc vraiment être dans cette logique de c'est une expérience vécue, une expérience d'engagement citoyen avec d'autres, et en fait toutes leurs expériences qu'on participe à construire qui ils sont et qui ils seront en tant qu'adultes dans la société. Dans les axes de progression que nous, on a identifiés, c'est un autre point que disait Sébastien tout à l'heure, c'est ceux qui sont très forts sur l'engagement associatif, c'est les grandes écoles. Une des raisons pour lesquelles ils le font dans les grandes écoles, parce que c'est institutionnel, les grandes écoles soutiennent le développement des associations étudiantes, c'est que ça permet de créer du réseau. Aussi, Kimia le disait, c'est pas spontané d'avoir du réseau et de savoir entretenir un réseau quand on vient des familles plus précaires, qui elles-mêmes généralement n'en ont pas. Et donc nous, là, c'est ce sur quoi on voudrait réfléchir, c'est comment l'engagement peut participer à construire le réseau et à apprendre à entretenir son réseau. On le voit parce que sur Génération Engagée, comme on propose, les jeunes passent sur différents engagements, donc avec différentes associations, et donc ça permet de construire le réseau. Et donc du coup, c'est aussi de leur apprendre que c'est bien d'entretenir un réseau. Voilà, ça fait partie. C'est pas
Demander de l'aide à quelqu'un, ça n'est pas se mettre en position de faiblesse, apporter son aide et demander une contrepartie. Voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui sont des compétences utiles dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, oui, on ne sait pas encore bien le faire et que c'est quelque chose qui doit être amélioré. Voilà, comment cette expérience d'engagement, elle est constitutive de début de mon réseau et que je vais continuer à enrichir tout au long de ma vie professionnelle. Donc, oui, pour nous, le bénévolat, l'engagement, quelle que soit sa forme, même si c'est je viens écrire un article dans Regard Jeune une seule fois et je ne reviendrai pas sur ce comité de rédaction parce que j'ai d'autres choses à faire ensuite dans ma vie, c'est toujours une expérience positive donc qui va contribuer à l'insertion professionnelle. Mais surtout, c'est ce qui va permettre de prendre sa place de citoyen adulte dans la société. Et c'est au moins aussi important. Merci Karine. Nadia, je te laisse aussi compléter sur la question de la valorisation de l'expérience bénévole et également, pareil, si tu veux conclure sur certaines pistes d'amélioration. Alors, plusieurs éléments sur la question de la valorisation de l'expérience, de l'engagement. Pour nous, on identifie plusieurs temporalités. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a la valorisation pendant l'engagement. C'est-à-dire quand on est à côté des jeunes, qu'on est en train de réaliser des missions, de pouvoir dire aux jeunes, là tu peux, là tu y arrives, bravo. Enfin voilà, la valorisation au quotidien qui est importante. La valorisation quand on fait le bilan à chaud de l'action sur mais oui, là tu as réussi, là tu n'as pas réussi et surtout de pouvoir valoriser les échecs qui sont transformés en réussite. On est convaincu du fait qu'un jeune qui a des difficultés à réaliser une mission, lui donner envie de poursuivre l'effort et de réussir, ça c'est quelque chose aussi qui est très important dans ce qu'on souhaite porter en termes de démarche pédagogique pour leur donner envie et leur dire on y arrive. Quand on y met les moyens, on y arrive. Quand on y met de l'engagement, de la motivation, on y arrive. Et parfois, même nous, pouvoir témoigner de nos propres échecs en tant que professionnels ou engagés, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Sur cette question de la valorisation, nous, on a développé un référentiel qui nous permet avec des indicateurs, ce qui nous permet de créer du lien entre l'action qu'a réalisé le jeune et son CV. On utilise notamment, pour aller un petit peu plus loin que notre propre référentiel interne, on utilise Diagoriant pour valoriser les expériences, les transcrire en compétences et les mettre en clair sur un CV. Et cette base de données, comme elle est connectée à des offres d'emploi et de formation, ça permet aux jeunes de conscientiser de l'action bénévole que j'ai réalisée à l'impact que ça peut avoir dans mon parcours professionnel. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise notamment sur le projet Apprenti Solidaire. Mais si je fais un pas de côté et que je prends également notre programme de mentorat et donc de mobilisation de bénévoles, on a également développé une plateforme de valorisation de compétences qui s'appelle REC et qui permet également aux bénévoles de mettre le doigt sur les compétences qu'ils ont développées. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le avant, le pendant et le juste après. Et il y a un élément aussi qu'on a identifié qui fonctionne très bien sur la question de la valorisation de l'engagement, c'est d'instituer des temps un peu officiels de remise de diplôme et de remerciements et de bravo. C'est tout bête, mais à la fin de l'engagement à la FEV, à la fin du service civique, quand les apprentis solidaires sont arrivés au bout de leur engagement, c'est un temps fort où on va inviter les partenaires, on va inviter évidemment les jeunes, mais on va inviter également leur famille si les jeunes le souhaitent, et on va leur remettre un diplôme, on va leur donner la parole. Ils vont prendre la parole en public, chose qui bien souvent était impossible au départ de leur engagement. Et ce temps fort, le retour qu'on a, nous, des jeunes, c'est que c'est quelque chose qui est marquant dans leur parcours parce qu'on va institutionnellement
les remercier et les valoriser. C'est quelque chose, nous, qu'on continue à développer parce que c'est un élément fort. Sur les axes de progression, nous, on a un axe de progression, on a des éléments à travailler sur l'après. Sur l'après, à la FEV, on a toujours on le répète systématiquement aux engagés, notre porte est toujours ouverte. Sauf qu'après l'engagement, bien souvent, ils vont aller vers d'autres expériences, d'autres engagements, et on a du mal à maintenir le lien et à valoriser ce qui se passe ensuite dans leur parcours. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de travailler un peu plus pour voir dans le temps long, ce qu'a pu produire un engagement à la FEV sur un parcours. Et c'est peut-être un axe sur lequel on a besoin peut-être de prendre un peu plus de temps voilà, pour pouvoir valoriser les expériences des jeunes accompagnés notamment par la FEV. Voilà, globalement. Merci Nadia, ça fait déjà pas mal de pistes. Achimia, tu nous avais parlé quand même tout à l'heure des soft skills, du développement de compétences. Est-ce que tu as éventuellement d'autres choses à rajouter par rapport au sujet de la valorisation des compétences ou même des choses à partager de ton expérience personnelle, pardon, et puis ensuite on passera aux questions-réponses avec le public. C'est d'abord ça, je pense que la reconnaissance, elle est très importante. Parce que nous, en tout cas, on sait les efforts que l'on fait. Très souvent, quand on est en service civique, on a aussi les cours à côté ou un emploi pour d'autres et on donne de notre temps. Le minimum, c'est qu'on nous remercie pour ça. Et puis, ça devait être naturel dans des associations, notamment celles qui prennent certaines valeurs. Donc, voilà, c'est le remerciement, pardon. Ensuite, comment valoriser ça? Alors là, je vais aller sur je vais prendre la question sur un autre axe. Je pense que c'est aussi à nous, les jeunes, de se poser la question. Je ne veux pas nous faire la morale parce que je m'inclus là-dedans, mais il faut savoir c'est une expérience, il faut toujours en faire quelque chose, voilà, parce qu'il y a toujours de quoi faire avec une expérience. Et je pense que c'est à nous, justement, de voir avec, par exemple, le tuteur à la FEV, moi, ça a été mon cas, je suis allée le voir et clairement, voilà, est-ce que tu as des contacts à me donner, des choses à me conseiller voilà, je pense que nous aussi, on a quand même des efforts à faire pour valoriser notre engagement parce qu'il ne doit pas simplement figurer sur le CV, mais on doit justement aller vers des partenaires avec qui on est en contact pendant le service civique. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai été, par exemple, surveillante dans un lycée dans lequel j'intervenais. Voilà. Donc, c'est aussi à nous, les jeunes, de voir comment on peut le valoriser et aussi continuer à travailler sur les compétences qu'on a apprises. Par exemple, la prise de parole en public. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à l'appliquer. Toutes les méthodes que j'appliquais, c'est-à-dire prendre sur soi, ne pas être timide, tout ça, je l'ai appliqué quand j'avais des entretiens d'embauche, quand j'allais dans des conférences, etc. Merci Achimia, merci à tous. Il nous reste 10 bonnes minutes, 15 minutes si les intervenants ont 5 minutes éventuellement de plus pour prendre vos questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à faire signe, vous pouvez lever la main, comme ça je vous donnerai la parole, ça sera plus simple parce que vous êtes quand même encore une cinquantaine. Oui, Manon, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Bonjour. Alors du coup, moi, c'est pas une question, c'est une réaction. Hein. Excusez-moi, je n'ai pas de question. Moi, je m'appelle Manon Lemarchand, je suis chef de projet éducation et formation à l'économie sociale et solidaire à la CRES Nouvelle-Aquitaine. Du coup, la question de l'engagement, c'est quelque chose qu'on travaille avec les adhérents de la CRES de façon transversale. Et du coup, c'était juste pour faire un petit point sur le fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on travaille du fait des problématiques qui sont liées à cette génération-là, mais qui en fait émanent de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire. Et je trouve que c'est important de le replacer dans ce contexte-là. Parce que tous ces modes projet, tous les termes de collectif, de humain, de solidarité, etc., ils émanent en fait de ces mobilisations citoyennes. Du coup, je trouve que c'est important de toujours bien le replacer dans le contexte historique aussi de ce qui a été porté par cette culture populaire.
pour ne pas voilà, faire une espèce d'appropriation culturelle, hein, parce que même si on est sur des cultures populaires, mais c'est de l'appropriation culturelle aussi parfois, de sortir ces termes-là pour les inclure dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises capitalistes qui parlent de remettre l'humain au cœur des activités, qui veulent faire du collectif, etc., mais avec toujours cette idée de profit derrière. Donc, de se dire, voilà, attention, là, vous êtes quand même beaucoup d'associations et qui sont engagées. Donc, je trouve que politiquement, c'est important de le poser aussi pour le contextualiser, dans le sens où vous êtes des structures engagées aussi là-dedans. Moi, ce qui me parle aussi sur la question de l'engagement et qui est un petit peu compliqué, je trouve, à jauger avec les associations, c'est effectivement, il y a eu une évolution des modalités d'engagement de la part des jeunes. Ce qui génère aussi pour les associations de la difficulté pour pouvoir perdurer dans leurs activités. Et donc, du coup, il y a un peu un travers aussi aux différents travaux qu'on fait quand on accompagne les jeunes à s'engager dans des assos, c'est qu'on génère l'engagement de façon un peu artificielle et donc un peu utilitariste dans la projection à l'insertion professionnelle. Ce qui fait que les jeunes, en fait, ils sont là de façon très transitoire dans les associations, là où il y a aussi des besoins pérennes d'engagement. Donc, ça ne répond pas complètement à la fois aux besoins des jeunes de pouvoir s'engager sans cette vision utilitariste, en fait, de se rendre compte que on ne s'engage pas juste parce que ça va faire sur son CV des soft skills. Hein. Je ne dis pas que tous les jeunes le font, hein, mais c'est quand même quelque chose qui existe aujourd'hui, ce travers-là d'utilitarisme pour pouvoir voilà, valider des compétences. Et pour les associations, voilà, c'est aussi difficile de pouvoir travailler sur des temps courts quand c'est des associations qui existent depuis longtemps et qui ont besoin d'engagement sur le temps long. Donc, il y a ces éléments-là. Et ce que je voudrais trouver intéressant aussi à valoriser, c'est donc sur la question des soft skills. Aujourd'hui, on est un peu au balbutiement, c'est-à-dire qu'on est un petit peu sur un travail entre est-ce que c'est une capacité, est-ce que c'est une compétence, est-ce que c'est une aptitude. Et en fait, on a un petit peu du mal encore à détecter qu'il y a des différents niveaux. En fait, la soft skills, on n'est pas juste je l'ai ou je l'ai pas. C'est aussi, comme les compétences techniques, des acquisitions progressives selon la complexité des environnements dans lesquels ça se met en œuvre. Et du coup, nous, au niveau de la formation à l'économie sociale et solidaire, puisque du coup, ça, on relève, on va travailler sur la question du référentiel de compétences par rapport à ces compétences-là, des compétences transversales, notamment sur les compétences de coopération, d'expression de la pensée critique, etc. Et d'essayer de le penser à partir du début de ces compétences-là, donc les premiers éléments développés en compétences humaines, jusqu'à un niveau qui va aller vers de l'interaction avec du politique, avec de la sphère publique. Mais déjà au tout début, quand on a un niveau scolaire CAP, un bac pro, on peut développer ces niveaux de compétences-là. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment, j'ai fait un engagement dans une asso, j'ai acquis la compétence de soft skills. En fait, ces compétences-là, elles ont des diversités qu'il faut prendre en considération aussi et qui sont difficiles à évaluer, qui sont subtiles, mais c'est quelque chose qui est travaillé. Voilà, c'était pour vous dire que c'était le cas. Voilà, merci. Merci Manon pour toutes ces remarques. Est-ce que vous avez éventuellement des retours à faire si possible? Je suis désolée, mais assez rapide parce que j'aimerais bien reprendre une question dans le chat quand même. Oui, Marie? Moi, je veux bien faire un retour sur justement la difficulté pour les associations de proposer des missions courtes et qui ne soient pas que utilitaristes en développement de compétences. En interrogeant un peu les jeunes chez Article 1, en fait, il y a tout d'abord une frustration sur le fait qu'ils ne soient pas bien intégrés dans les associations, dans le sens où, voilà, tout à l'heure, on a évoqué la question de la marchandise, ils ont besoin et envie, mais comme dans le monde professionnel, d'être intégrés dans les réflexions excusez-moi, stratégique, parce que pour l'opposer à opérationnel, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à une problématique de société, etc. Ils n'ont pas envie juste, voilà, tu vas aller faire ça. Non, ils ont envie de réfléchir de qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi je le fais. Donc, ça répond pas vraiment à comment le faire, mais ça peut expliquer aussi quelles sont les attentes des jeunes par rapport à ces associations. Voilà. Oui, je vais rebondir là-dessus aussi. En parallèle, je suis alliée à ATD Quart Monde et le modèle d'engagement à ATD Quart Monde, historiquement, il est extrêmement fort. C'est des volontaires qui dédient leur vie et s'engagent pour la vie à vivre avec les personnes en situation de pauvreté et ça remplit toute leur vie. Évidemment, il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années, il n'y a plus aucun nouveau volontaire.
ça ne correspond plus du tout. Et du coup, ça oblige des associations, si elles veulent proposer de la pérennité, parce que typiquement, ATD Carmonde a vraiment besoin de pérennité, hein, il n'y a pas de distribution. Donc l'opérationnel, finalement, il est assez ténu. Il faut le reconstruire avec des jeunes que ça peut intéresser en leur demandant c'est quoi, à quelles conditions, comment vous pourriez le faire, parce que des jeunes qui ont envie de lutter pour éradiquer la pauvreté, il y en a toujours eu. Mais le modèle d'engagement de c'est toute ma vie, je suis volontaire à ATD Carmonde, je ne suis que ça et je m'engage à faire ça jusqu'à ma retraite, ça marchait plus du tout, quoi. Donc voilà. Et je voulais aussi rebondir sur la question des soft skills. Évidemment, c'est une approche qui est très intéressante pour des jeunes qui sont en manque de qualification. La question que ça pose, c'est quand même celle de leur objectivation, des référentiels. Il y a plusieurs référentiels actuellement sur le marché, entre guillemets, donc il faut s'y retrouver. Et comment on fait pour que ce ne soit pas finalement un nouveau mode de discrimination par les employeurs? Parce que typiquement, nous, on en a des employeurs qui nous disent « Ah non, mais lui, il n'est pas assez autonome ». Ça veut dire quoi, autonome? À quoi vous le voyez? C'est quoi le critère objectif et comment il va pouvoir progresser pour être au niveau d'autonomie que vous attendez? Et en fait, ça, les employeurs, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à répondre à cette question-là. Et on peut se demander dans certains cas si c'est pas, c'est une façon beaucoup plus polie de dire sa tête ne me revient pas. Donc là, il y a un vrai enjeu sur les soft skills de comment on réobjective ça avec vraiment des critères très concrets et objectifs. Merci Karine. Sébastien, je ne sais pas si tu voulais réagir, mais je crois que ton micro doit être fermé parce qu'on ne t'entend pas. Non, oui, Ah, merci. Je voulais rebondir très rapidement sur ce que dit Karine à propos des soft skills, puisque c'est effectivement un petit peu mon domaine d'expertise. Et je suis tout à fait d'accord avec ce point de vigilance évoqué. Et c'est pour ça qu'il y a une différence. Je le dis très rapidement, mais c'est que c'est toujours la question qui revient. C'est pour ça que l'objectivation, elle doit, à mon sens, ne pas passer par des tests qui finalement ne feraient que reproduire de manière encore différente les inégalités sociales, et plutôt passer par de l'objectivation empirique. Alors, évidemment, je le dis parce que c'est nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire de ne pas commencer à avoir quelque chose qui va hiérarchiser les personnes. Il y a déjà suffisamment de dispositifs qui le font dans la vie réelle, mais plutôt de dire, voilà, en fait, avant tout, déjà savoir si dans ce qui s'est produit, dans ton expérience, dans ton parcours, il y a des choses qui peuvent quand même tendre vers cette compétence-là parce que tout simplement, on n'en a pas forcément conscience. Et alors là, et donc là, il y a un peu il y a une vision des compétences qui peut s'établir en deux voies possibles. Soit se dire de toute façon, quand on cumule des privilèges, on va aussi les cumuler en termes d'acquisition de soft skills. Et c'est en partie vrai dans le sens où il y a des expériences sociales qui font aussi acquérir des soft skills dans des contextes favorisés, donc il ne faut pas le nier. Mais comme il y a aussi des questions de dévalorisation, d'autocensure, etc., qui se jouent, rendre accessible cet enjeu pour des catégories plus défavorisées et dire attention, c'est pas un domaine qui vous échappe, et dans votre développement, et dans la possibilité de le revendiquer, de le valoriser, etc., c'est un autre enjeu très important. Donc, nous, on travaille plutôt sur le deuxième, parce que sur le premier, c'est très difficile, évidemment, mais qui existe. Et donc là, ça passe par vraiment ce temps de réflexivité rétrospectif et essayer de trouver un langage qui s'accorde en fait aux enjeux pour que ce soit pas un code social. C'est-à-dire si on prend les soft skills comme un code social que ça rend accessible, alors on est dans notre mission. Après, sur l'accessibilité du réel du monde social, c'est très compliqué. Et voilà, c'est notre débat. Enfin, l'engagement peut faire partie des expériences, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est un débat beaucoup plus large et beaucoup plus profond aussi. merci à tous. Est-ce qu'on a bien fait le tour sur cette question? Achimia, Nadia, vous ne vouliez pas spécialement rebondir? C'est bon, super. Écoutez, je pense qu'on n'a pas forcément de temps pour reprendre des questions, mais je peux quand même. Alors, je vois que tu as répondu, Sébastien, dans le chat à Ségolène, donc c'est parfait. On a quand même une réaction donc, de Sophie de l'Espère qui nous dit finalement pourquoi on ne crée pas plus de liens opérationnels entre les différentes associations et dispositifs, tous destinés aux jeunes ayant le même objectif, la formation tout au long de la vie. Donc voilà, peut-être je ne sais pas si vous aviez peut-être une rapide réaction à ça, et puis sinon on va clôturer. Je pense qu'on a tous cet objectif-là.
Après, il faut dire des choses franchement, le financement sur appel à projet, sur dispositif, a tendance à créer de la concurrence au lieu de la coopération. Personne ne finance la coopération. Ça prend du temps de coopérer, de se coordonner, et du temps très difficile à valoriser en plus, parce que c'est apprendre à se connaître, voilà, ça prend du temps. Le bénéfice très concret à la fin, c'est qu'on se connaît mieux, mais voilà, c'est très difficile à quantifier. Et donc là, c'est aussi le rôle des pouvoirs publics d'éviter ces formes de concurrence qui sont délétères. Moi, je ne comprends toujours pas le bénéfice que ça peut avoir pour les publics. Ça n'en a aucun pour nous non plus, c'est épuisant. C'est toujours une déperdition d'énergie. Moi, je viens du privé, j'ai été dans le privé longtemps, donc je vois dans le privé l'intérêt qu'il peut y avoir à de la concurrence. Dans du service au public, on fait tous une forme de service public. Voilà. Je n'ai toujours pas compris ce que ça pouvait apporter à qui. Donc, mais oui, c'est fortement une tendance. Ouais. Je souhaite réagir si c'est possible. Oui, bien sûr. Hachimia, on t'écoute. Oui, des dispositifs, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop et on voit que finalement, ça n'apporte pas de grands résultats. La réalité de l'insertion professionnelle des jeunes, c'est que cette question-là, c'est la question de l'insertion professionnelle tout court. Quand on s'intéresse à l'insertion professionnelle des jeunes, c'est l'insertion professionnelle d'une personne lambda aussi qui est à prendre en compte. C'est-à-dire que face aux besoins de s'insérer professionnellement, il y a des inégalités sociales. Il y a des barrières pour les jeunes qui sont plus ou moins les mêmes que pour tout le monde, pas toutes. C'est le même marché de travail, qu'on soit jeune ou pas. Voilà, donc ce qu'il faudrait, je pense qu'il est temps de faire, c'est vraiment s'intéresser à la question de l'accès à l'emploi de façon globale. Et l'accès à l'emploi, les discriminations aussi à l'embauche. Et quand on est jeune, on sait que on multiplie par 3, par 5 une potentielle discrimination à l'embauche parce qu'il faut des expériences qu'on n'a pas, parce qu'on sort de la fac. Vous voyez, donc c'est lié, c'est vraiment lié l'insertion professionnelle des jeunes et l'insertion professionnelle de façon globale. Et la réalité, c'est que on est avant tout, avant d'être confronté, on va dire, à du jeunisme, on est confronté à la réalité de l'accès à l'emploi. Merci, merci Hachimia pour ce retour. Écoutez, je vous propose de clôturer cet événement. Donc, navré pour les 5 minutes de retard, mais en tout cas, les échanges ont été très riches. Donc, je remercie mes intervenants, Marie, Sébastien, Karine, Nadia et Hachimia pour leur témoignage et leurs réponses très éclairantes. Et je suis navrée, j'aurai pas le temps de prendre des questions supplémentaires. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Bon, en tout cas, sachez que nous organisons ce type de webinaire environ une fois tous les 2 mois chez Pro Bono Lab. Donc, vous pouvez suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux. On communique notamment pas mal sur ces événements sur LinkedIn et on aura un prochain événement, un prochain webinaire, pardon, qui aura lieu plutôt courant novembre, mais qui portera cette fois sur le mécénat de compétences. Donc, ça sera peut-être un peu plus éloigné des sujets de l'audience d'aujourd'hui, mais bon, je le dis quand même si ça en intéresse certains. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt.